Aujourd'hui, dans ce lieu magnifique qu'est la Fondation Cartier, nous nous retrouvons pour l'émission des Tendances qui se propose de vous emmener dans l'univers de la décoration et de l'art de vivre. Et pour ce faire, notre invitée est probablement ce qu'il y avait de mieux pour nous guider dans ce monde, c'est Elisabeth Lefebvre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Elisabeth, vous faites probablement partie des gens qui nous accompagnent, et depuis toujours, sans qu'on le sache forcément. Vous êtes connue de beaucoup, mais pas de tout le monde. Et au fond, vous vous occupez de nous, des femmes, de notre vie, depuis toujours, quasiment, enfin depuis votre entrée dans le métier, puisque au tout début, vous avez lancé des magazines qui s'appelaient Jacinthe, Biba, Enfant Magazine, au tout début. Tout à fait. J'étais d'abord dans la presse un petit peu féminine, et puis ensuite, je me suis dirigée vers la presse que l'on appelle désormais Art de Vivre. Alors, vous avez commencé avec un magazine qui a frappé très fort. Côté Sud, en 1990. Ensuite, 4 ans plus tard, côté Ouest. Et il y a 1 an et demi, côté Est, en effet. Avec aussi Atmosphère, L'Art de Voyager, enfin ça fait quand même voilà, un nombre assez conséquent de publications. Côté Est, quand vous l'avez sortie, je dois dire que tous mes amis ont dit qu'elle est vraiment très forte parce qu'elle a une façon de sentir l'air du temps qui est quand même assez exceptionnelle, c'est vrai. Nous sommes toujours un petit peu en avance sur notre époque, mais vous savez, je crois qu'on a la foi et qu'on a vraiment l'impression que cette tendance est très forte, très vraie. C'est pas du tout du marketing, c'est vraiment des choses que l'on respire, que l'on ressent, et on a très envie d'être les témoins de ces nouvelles tendances. Donc on les fait beaucoup avec le cœur, plus pas du tout avec le marketing. Alors vous êtes une des rares à faire ça parce que beaucoup de gens, avant de lancer un magazine, font des études de marché, consultent des spécialistes. Vous, c'est plutôt toujours au fond, ce que vous avez envie de lire, quoi, que vous... Voilà, c'est un petit peu l'instant, et puis j'essaie quand même d'être à l'écoute, et j'ai l'impression que notre petit groupe de presse représente un peu ce que beaucoup de femmes ont envie de trouver, mais qui sont pas toujours celles qui sont mises complètement sur le devant de la scène. C'est vrai que nous ne sommes pas people, entre guillemets, mais nous sommes quand même très ancrés dans les régions, nous voyageons beaucoup, nous essayons d'être à l'écoute, et nos magazines sont des magazines que nous faisons vraiment pour des lectrices qui aiment l'authenticité, qui aiment la vérité, qui aiment les racines, qui ont un cœur, je crois, je dirais. Vous vivez au fond comme celles qui vous lisent. Il y a cette même envie de vivre bien et de vivre selon l'air du temps aussi. Tout à fait, parce que je crois que c'est un retour à des valeurs qui sont un peu différentes, réinterprétées, qui sont des valeurs très anciennes, mais qui sont complètement remises au goût du jour. C'est retrouver la culture d'une région, retrouver une vie de famille, se la recréer. Et puis c'est aussi le goût de tous les petits bonheurs, des jolies choses. Ce n'est pas lié à des moyens, à des revenus, mais c'est lié au goût de retrouver les petits plaisirs de la vie. Et c'était peut-être moins évident il y a 10 ans, dans des périodes de crise où il y avait peut-être un petit complexe de se dire on peut être heureux, on peut avoir des petits bonheurs. Et je crois que maintenant, avec le changement du siècle, et quand on voit par exemple l'extraordinaire succès d'Amélie Poulain, finalement c'est un succès qui s'est fait dans la rue et par le public et pas du tout par les critiques. Et je crois que nos magazines, le succès vient aussi du fait que nous sommes vraiment proches des lectrices, et c'est ça qui nous importe. Alors tout de suite, Elisabeth, pour vous connaître un petit peu mieux, je propose à ceux et à celles qui nous regardent de vous suivre dans votre univers. C'est la presse, c'est la décoration, on vous regarde. J'ai la grande chance d'avoir créé des magazines qui correspondent à ce que j'aime. Donc je suis à la fois, je dirais, une consommatrice et une femme de presse. J'ai pensé à Côté Sud en construisant une maison dans le Midi, parce que comme j'étais d'origine bretonne, je n'y connaissais absolument rien. Et je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui se posent des questions sur le Sud, il y a peut-être quand même un jour un magazine à faire sur l'esprit du Sud. Ça a tout de suite été un succès, et j'avais vraiment l'espoir que là, l'Ouest, où je me sentais plus à l'aise, allait voir le jour. Ça a mis 4 ans, mais il est né aussi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un œil un petit peu ouvert, et surtout, ce que je trouve très amusant, c'est d'essayer d'être un petit peu avant tout le monde dans les tendances. Donc c'est le cas, par exemple, de l'Est, en ce moment, qui va être la grande tendance porteuse du renouveau, du baroque, des villes d'eau, de retrouver les anciens pays de l'Est qui commencent à s'ouvrir. Alors ici, nous sommes dans une boutique que j'adore parce que c'est une maison, en fait. Je crois que les gens
retrouvent leur imaginaire dans une maison. Chacun a toujours un petit jardin secret. Alors vous avez des gens qui vont beaucoup aimer l'Extrême-Orient, d'autres qui vont aimer, je sais pas, une ambiance plus littéraire, d'autres qui vont aimer au contraire un style zen très dépouillé, d'autres qui vont aimer le design. Cette chambre, je la trouve extraordinaire parce qu'on peut se raconter toute une histoire. Ici, on pourrait être à la Jamaïque, on pourrait être dans une île un peu créole, on peut être au fin fond des États-Unis, en Louisiane. Ils ont beaucoup joué, c'est une tendance aussi en décoration en ce moment. Il y a une grande folie sur les malles. La malle, c'est un petit peu l'objet dans lequel on cache ses petits trésors. On a l'impression qu'on voyage et comme le voyage est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens, bien on voyage un peu dans sa chambre. Alors avec ce très joli lit d'esprit colonial. Et puis alors là, la salle de bain est un salon de bain. En fait, on sépare plus trop la chambre où à la limite on peut faire coulisser les volets. Et la salle de bain est une véritable pièce à vivre où on prend un bon bouquin, où on a une eau parfumée, où on s'assoit dans un fauteuil pendant que l'eau du bain va couler. La cuisine est vraiment le cœur de la maison et je crois qu'il y a vraiment une tendance, on n'a absolument plus aucun complexe à recevoir dans sa cuisine, bien au contraire. Et je crois qu'en particulier les gens des villes se recréent l'ambiance de la campagne avec préfèrent sacrifier une autre pièce mais avoir la grande cuisine pièce à vivre. Je crois qu'on va vers une décoration où c'est un petit peu la personnalité des gens qui ressort, vers un certain éclectisme. Plus rien n'est figé, on mélange aussi bien les souvenirs de vacances, les souvenirs de famille, les nouveaux objets. Et on se fait une maison un petit peu à son image. On s'amuse à se construire un petit peu une histoire, un décor. Alors Elisabeth, quand on vous voit évoluer avec cette aisance au milieu de tous ces meubles, on a un peu le tournis quand même. Comment choisir? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on doit être à la mode quand on décore son appartement? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux et à celles qui vous regardent? Écoutez, moi je crois qu'un appartement qui a une âme, une maison qui a une âme, je crois qu'il faut vraiment laisser aller son cœur en fait. Il faut mélanger les choses. Il ne faut pas sans arrêt se dire ce n'est plus la mode, je recommence, je vire tout ce que j'ai. Je crois que le charme des jolies maisons, c'est un petit peu d'objets anciens auxquels on attache de l'intérêt parce que ce sont des objets de famille, c'est les souvenirs de voyage, c'est les coups de cœur personnels. Et je crois que c'est le mélange des genres. Et maintenant, on assiste à des choses curieuses. Puisque... Ah oui. Alors, oui, ce que je veux dire là, donc là, on sortait de chez Flamand, hein, qui est une boutique de décoration très très fréquentée à Paris. Tout à fait. Mais vous voulez nous parler sans doute de ce mélange entre Occident et Asie. Voilà, en fait, les civilisations se rencontrent. Il y a eu un grand retour de tout ce qui est un peu des mots qui tournent autour d'un vocabulaire un peu magique. Quand on parle du mot Indochine, ça fait rêver les gens. Maintenant, il y a une boutique qui s'appelle, par exemple, la maison coloniale. Le mot colonial est un mot qui revient complètement à la mode. Donc, je crois qu'il y a eu un retour vers l'Indochine, un retour vers la Chine, un retour vers le Vietnam. Et donc, toute cette tendance, elle rencontre une tendance beaucoup plus contemporaine. Et on peut très bien mélanger les deux. On peut avoir des canapés très modernes avec une table basse chinoise, ça peut aller très bien. Alors c'est ce qu'on va voir là dans le reportage qu'on va regarder ensemble maintenant. On va aller chez Gilbert Woolmar, qui est un grand chineur d'objets de par le monde, qui commence d'ailleurs à être très connu. On le regarde ensemble, Elisabeth. La première des notions, c'est l'évasion. C'est quelque chose de complètement différent et que le monde du meuble a totalement évolué en France. Et d'autre part, parce que ce sont des styles pas désagréables, même plutôt bien, qui se marient très très bien en plus avec le contemporain. Et surtout à des prix qui n'ont rien à voir avec le meuble traditionnel. Rien à voir. L'Indonésie, à mon sens, ça va diminuer au niveau de l'intérêt, mais ça ne disparaîtra pas. Parce que l'Indonésie, c'est quoi? C'est ce genre de meubles, ce sont les meubles coloniaux, ce sont des meubles comme ça, avec une petite tendance art nouveau qui revient à la mode, aujourd'hui. Les arts premiers, basiquement, parlent d'une chose qui nous intéresse tous, ils en parlent différemment de nous, c'est la mort. La mort est quelque chose d'extraordinairement présent chez eux, et c'est la mort vraiment au quotidien, c'est la mort dans la vie, donc c'est quelque chose qui nous touche. Combien de temps va durer l'art premier? Ça va durer un certain temps parce qu'il y a une grosse tendance actuellement, et pas seulement en France. Hein. Très très grosse tendance, on le voit aux États-Unis, on le voit en Allemagne. Mais je ne crois pas qu'on puisse comparer la tendance des arts premiers avec celle des meubles indonésiens. Je crois que là, ils vont avoir aussi une vie parallèle.
Je ne pense pas que l'un va manger l'autre. On peut pas dire ce qui va fonctionner, on peut dire sur quoi on va parier. Nous, on parie sur du style que l'on va dire 1900-1930, qui se marie avec le contemporain, avec l'ancien, avec bien évidemment l'indonésien ou les arts premiers, mais qui n'est plus typé asiatique. Et nous, on parie sur un échange entre l'Orient et l'Occident. Ce qui va être tendance, donc c'est de la fabrication contemporaine façon ancienne, avec une finition un peu qu'on appelle en Indonésie antique finish. Et ça, c'est complètement neuf. Simplement, c'est fait par la main de l'homme, par la main d'un homme, pas de 40 machines. Ça a été patiné avec généralement des pigments ou végétaux ou minéraux. Et vous voyez les aspérités, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'ancien. Et pour nous, c'est la prochaine tendance. On peut se tromper. On peut ne pas se tromper. Alors, je vais vous emmener, François, chez Torrente. C'est une créatrice que j'admire beaucoup, avec laquelle j'ai beaucoup d'ailleurs d'amitié. On ne travaille pas ensemble, peut-être pour des raisons économiques et puis aussi de temps, mais c'est une femme de grand talent. C'est probablement le moment le plus, moi je trouve le plus intéressant, c'est quand on est admis dans le sein des seins d'un couturier et qu'on peut assister aux dernières mises au point des modèles. Quelquefois, c'est quoi, la veille pour le lendemain, quelquefois 2 heures avant. C'est pas mal ça, Martine. Oui, c'est très joli. C'est joli, je trouve. C'est joli, ça voile la jambe, la cuisse. C'est ravissant. C'est un petit côté frais. Plus elle serait là, Peut-être la pousser un tout petit peu. Derrière, elle est très très bien. Il faut simplement qu'elle suive là. À peine 1 centimètre. Vous trouvez pas? Si. Bien. Alors vous voulez mettre une ceinture aux hanches? Je sais pas. Non, bon, On va regarder, hein. Parce que Pas si long, hein, Martine. Oui, je vais le rentrer maintenant. ça lui donnait une posture quand elle avait le manteau, c'est tout. Ça permettait de se tenir une Se dégaine poser, une différente, dégaine. c'est tout. Mais on n'est pas contre. C'est ravissant, Christophe. On a le temps de la faire? Oui, tout à fait. Elle On part ce n'hésite matin, même pas. Parce que quand le manteau se pose dessus, ça lui donne On un petit n'hésite look, même pas. C'est très bien, oui, parfait. Quand je pense qu'il nous reste quelques heures avant le défilé, là, il faudra faire, voyez, en sorte, parce que ça ne fait pas Oui, on peut cette oui. ligne-là. Là, ça fait 7, madame. Ah, il faut 7. 7. Ouais. Voilà. C'est beau. Non, ça, c'est beau. C'est super cliente. Je vais au mariage de ma sœur. Et alors, on regarde la petite robe, Oui, même fallait si le chercher manteau la est petite sous la... On attaque parce que après, on n'a plus le temps. Oui, oui, parce que là, on a vraiment C'est fini. beaucoup de temps. C'est fini. Ça enrichit terriblement la robe de la doublée. Vous voyez, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Mais surtout, vous laissez pendre. Oui, madame. On va la couper sur elle, d'ailleurs. Vous savez ce que vous allez faire? C'est pas elle qui avait cette robe-là, la brésilienne? Non, c'est une blonde qui avait là. Alors moi, par contre, Martine, ce que je ferais, quand vous allez mettre la doublure, je laisserai le dos profondément nu. Regardez, Ouais. je ferai un dos nu jusqu'au Pour jouer rein. de transparence, oui. Je trouve joli le dos. L'idée de mettre de la transparence dans le dos, je trouve ça ravissant. Ouais. Ravissant, Très hein? joli. Ouais. C'est pas mal du tout. Ça la laisse transparente. Comment? Ça la laisse transparente. Et là, on regarde pour qu'on ne voit pas trop de tissu. On voit pas trop de tissu, parce que vous voyez, ça, Ouais. voilà.
Chantal Thomas, il y a une pièce de vêtement qui revient furieusement à la mode, c'est le corset. Pourquoi, à votre avis? Ça revient régulièrement en fait. Le corset, les femmes le portaient au XVIIIe siècle, elles le portaient en 1900, elles ont reporté des guêpières dans les années 50. Donc c'est des périodes, il y a un moment où les femmes sont plates, le corps de la femme revient à la mode plus épanoui, la taille est plus fine, ou 10 ans après le corps est plus droit. Bon, et là il se trouve qu'on a vécu 10 ans de minimaliste avec des sous-vêtements relativement basiques, simples. Et à nouveau, on a envie de féminité, on a envie d'un corps de femme. Les jeunes filles, je trouve, ont de plus en plus de seins. Elles ont envie de le mettre en valeur. Il paraît, oui. Je me suis laissé dire que les bonnets étaient de plus en plus impressionnants. Alors, ce qui est quand même de curieux, ce sont ces pauvres grand-mères qui se sont battues pour libérer leur corps et maintenant ces jeunes filles qui reviennent. Oui, mais le corset, on porte pas le corset toute la journée, on le porte le soir pour sortir et c'est vrai que ça donne une attitude différente. Alors nous avons, nous, un grand spécialiste du corset que vous connaissez bien qui est Hubert Barrère, mais il y a encore, je dirais, plus spectaculaire. Plus spectaculaire en Angleterre. Oui, Mr. Pearl. C'est un monsieur qui fait des corsets extraordinaires et qui les porte lui-même. Mais son but est un peu différent. Son but est de transformer vraiment le corps, c'est-à-dire d'avoir la taille de plus en plus fine. C'est-à-dire qu'il a des clientes à qui il fait un premier corset et puis 5-6 mois après, il en fait un deuxième et elles arrivent à 38 de tour de taille. Et lui-même porte un corset jour et nuit. Il l'enlève 1 heure par jour pour se laver. Ce qui n'est pas le cas de notre Hubert et heureusement, Hubert se porte bien. Oui, bien. Il fait de très jolies choses d'ailleurs que je vais vous super. proposer de regarder tout de suite dans son atelier. Le corset modifie le corps et pour ce faire, il y a un système de lassage qui permet de rétracter plus ou moins certaines parties du corps. Entre autres, pour celui-ci, c'est une véritable architecture finalement. Vous avez des endroits où vous mettez des baleines à certains endroits parce que ça vous permet soit de faire remonter la poitrine, diminuer la poitrine, gonfler la poitrine. Et puis la même chose pour la taille, la serrer plus ou moins, la décaler aussi. Et les hanches, pareil, on peut arrondir plus ou moins les hanches. Et le lassage est extrêmement important car de lui dépend cette fameuse compression du corps. Quand on porte un corset, les personnes sont différentes. On ne peut pas porter un corset d'une manière anodine parce que d'abord, on est beaucoup moins à l'aise que dans un t-shirt, ça c'est une évidence. On a une attitude différente parce qu'on est droit, donc on s'expose aux autres, on s'expose au regard des autres. Donc forcément, il faut être sûr de soi quand on porte un corset. Et peu de gens le maîtrisent. Donc je crois qu'avant tout, quand une femme veut porter un corset, il faut absolument qu'elle le souhaite et qu'elle se sente bien dans ce corset et surtout avec elle-même parce qu'autrement, elle va être mal à l'aise. C'est un corset plus simple, de mariée, en tissu stretch. Je trouve que ça c'est important actuellement, c'est de pouvoir utiliser des matériaux qui soient confortables. Car finalement, le grand inconvénient des corsets, il faut le reconnaître, c'était l'inconfort. Et l'inconfort n'existe quasiment plus maintenant avec ces matériaux extensibles, souples. Quand même une sacrée avancée. Vous voyez ? C'est complètement extensible, c'est du satin stretch. Ah, celui-là, je voulais une histoire un peu les Grands d'Espagne, revue et corrigée à la mode d'aujourd'hui, en ce sens où c'est une forme cylindrique qui était en vogue à l'époque, et même sous l'époque élisabéthaine. Et on y a adjoint une basque 19e siècle pour lui donner un côté un peu plus contemporain. Puis très décolleté, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, parce que là, au contraire, il cachait la féminité. Là, j'avais envie, au contraire, qu'on voit la poitrine largement. On a envie à nouveau de féminité, je crois. Les années androgynes, les années tristes même de minimalisme sont dépassées.
La mode est en changement, on a envie d'autre chose, on a envie d'un retour au glamour. On parle beaucoup de glam rock actuellement. C'est pas qu'un mot, finalement, c'est un état d'esprit. Donc le corset s'inscrit dans cette nouvelle féminité. Les diamants sont éternels et, dit-on, les meilleurs amis des femmes. Alors est-ce que ces meilleurs amis, les bijoux en tout cas, sont en train de changer, Gilles? Oui, les bijoux changent, je crois, maintenant, avec la nouvelle collection que vient de dessiner ma nièce, Victoire de Castellane, qui dessine la haute joaillerie chez Dior. Elle fait des bijoux extravagants et baroques, des formes complètement inattendues, comme cette bague que vous portez, qui est extrême. Qui est extrême, et bizarrement, on a vu surgir tout d'un coup des bagues énormes aux doigts des femmes. Comment est-ce qu'on explique qu'une envie surgisse comme ça? C'est pour changer des bagues que l'on offrait, les bagues de fiançailles, qui étaient toutes petites, qui étaient plutôt fines, plutôt discrètes. Et puis, tout d'un coup, maintenant, on veut faire des choses extravagantes. Et elle a été une des premières à faire ses gros bijoux parce qu'elle aimait ça. Elle trouvait ça amusant. Et elle met des pierres de fantaisie, des pierres comme la bague que vous portez, qui doit être une chrysopase, non? Quelque chose de tout là, oui. Et elle-même est opulente, extravagante. Elle-même est opulente, sexy et voluptueuse. Et c'est pour ça qu'elle représente pour moi le toucher. On la regarde chez Dior, Victoire de Castellane. Alors voilà la dernière collection que j'ai créée pour Dior, c'est les bagues gourmandes. Donc c'est des bagues qui sont avec des gros cabochons de pierre fine. Vous avez une chalcédoine avec une libellule sur or blanc. Et là, vous avez un chrysoprase avec une petite grenouille sur or jaune. Et là, un escargot avec une pierre de lune. Et l'idée, c'est d'avoir des bagues qui sont comme des bonbons. Et j'adore cet esprit qui donne envie de manger, enfin que ce soit comme des bagues sucrées. Les petites bagues qu'on peut mettre les unes au-dessus des autres. Chacun peut composer comme il veut. Donc la femme peut s'acheter une bague avec une petite perle, un muguet et un diamant et puis mettre un petit insecte comme une abeille en or jaune. Alors ça, c'est des bagues qui bougent parce que j'adore les bijoux ludiques. J'adore les bijoux qui vivent et qui bougent. Là, vous avez le thème de Milly-la-Forêt. C'est tout le thème des insectes, des fruits, des légumes. Alors, donc vous avez le gros collier avec tous les pierres précieuses et fines, comme des émeraudes, du corail, de la métisse, du rubis, des perles baroques. Et là, vous avez donc la bague Gwendoline, qui est une bague avec 2 roses en corail et la petite abeille qui grimpe dessus. Et vous avez les bagues aussi géantes, les incroyables, qui sont des énormes bagues, toutes avec un décor différent, qui sont des bagues avec une pierre fine au centre. Et là, vous avez un béryl et émeraude et rubis, les petites framboises et les feuilles. Aussi les petits insectes. Alors il y a tout le côté, le petit jardin qui naît au printemps et tout ce qui suit. Alors il y a les mini navets, les mini coccinelles de jour qui sont toutes en corail et diamant, petites framboises, les petites abeilles qui butinent en fait sur des perles. Voilà, puis il y a la maman en navet là, bébé, maman. Parce que j'aime bien aider des familles. Alors, une des grandes tendances de ma collection, c'est la ligne soumission. Ce sont des bijoux qu'on peut mettre la nuit. J'adore l'idée en fait de se dire qu'il y a des bijoux de jour et des bijoux de nuit. Donc c'est des bijoux très sensuels que les femmes peuvent porter directement sur la peau et qui font le bonheur des maris. Ce qui fait partie de la dernière collection, c'est toute la ligne coquine en fait. Ce sont des diamants qui bougent sur une bague. Voilà, alors, il y a un côté très ludique comme ça. Voilà, ça fait du bruit. C'est des bijoux de filles. Hein. C'est très très féminin, j'adore cet univers. Je voudrais qu'il y ait de la sensualité parce que je trouve que, en fait, la joaillerie c'est quand même quelque chose d'assez conventionnel et classique et on ne trouve pas assez de choses ludiques, féminines et sensuelles. Voilà. Alors là, on arrive au thème de la couture avec tous les bijoux qui rappellent les rubans, les nœuds, les plumes. Des bijoux extrêmement souples et flexibles. J'adore cette idée en plus que ça soit un collier sans fermoir. Voilà, il y a ça qui est le collier nuit blanche. Là vous avez le thème du cygne, le cygne rose en fait c'est comme du marabout, de la plume, saphir rose et diamant. Puis il y a la famille Tralala. Alors c'est une toute petite bague comme ça, une petite alliance avec un petit nœud. Je trouve assez mignon à côté de mon énorme incroyable. Là. Quelque chose de très fin comme ça qui peut aussi être une alliance à côté bien symbolique, tout en diamant. Et puis voilà, alors ça c'est l'enfant et puis il y a la mère là qui est le collier débutante.
Olivier Gagnère, je crois que dans le domaine de la décoration et des objets, on s'inspire beaucoup des traditions du monde entier, puisque chez Bernardaud, qui est une de vos maisons de prédilection, pour qui vous avez créé, pour qui vous travaillez beaucoup, chez Bernardaud, ils viennent de sortir une ligne dont le nom est Fusion, je crois, et qui mêle des plats de deux traditions. Oui, parce que ça, c'est, je dirais, ce serait de la part d'un porcelainier, je dirais, qui accompagne, si on peut en parler de tendance tout à l'heure, bon, c'est cette tendance qu'il y a au niveau déjà de la cuisine, de mélanger justement, de faire des croisements entre des cuisines ou des styles de cuisine qui viennent de l'Occident ou qui viennent d'Asie essentiellement. Et donc au niveau de la vaisselle, eh bien, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'on l'utilisation de la vaisselle, les formes, les couleurs, procède, je dirais, du même, avec le même raisonnement. On se sert du même raisonnement. Donc ça fait effectivement qu'on a des formes qui sont des formes qu'on sent qui viennent de l'Asie, principalement, je dirais, d'un style, d'une culture japonaise ou chinoise. Et tout ça est mélangé. Il y a cette distorsion, comme je vous disais tout à l'heure, qui fait qu'on donne un coup de patte très français, en tout cas très européen. Et le résultat donne ce collage, effectivement. Ouais, mais ça implique, si vous voulez, en même temps, non, c'est pas simplement quelque chose, c'est pas quelque chose de purement cosmétique, c'est que l'utilisation elle-même, je dirais, change totalement. Les gens se mettent à utiliser cette vaisselle, à composer des tables d'une façon différente. Il y a un côté beaucoup plus ludique, parce que c'est vrai qu'on subit un peu, ici en Europe et même dans le monde entier, on fait subir, je dirais, des usages au niveau d'une table, au niveau d'une vaisselle plus particulièrement. Ce sont quand même des usages qui remontent au XVIIe siècle et qui n'ont pas varié. C'est comme Louis XIV qui a imposé, je dirais, comment on se sert d'une assiette, comment on dresse une table. C'est une chose extrêmement rigide, donc c'est une magie qui perdure depuis 4 siècles maintenant. Alors on va voir Louis XIV donc dînant façon japonais. Japonais, voilà. Chez Bernardaud, regardez. Un grand bol comme ça avec une très grande aile qui peut servir soit pour une toute petite soupe, petite entrée, ou alors quelques grains de caviar. Concept intéressant avec une cloche et une grille qui permet de faire passer de mettre un petit courbouillon dedans et puis de faire un petit peu des plats à la vapeur, soit la vapeur complètement à la chinoise, soit la vapeur traitée un petit peu à l'occidentale. Toujours le concept fusion et la cloche qui permet de garder la chaleur. Un plateau qui pourra nous servir de plateau en tant que tel, mis sur l'assiette face à l'invité, ou alors en tant que plat de service, et qui pourra également servir de support, où on imagine par exemple un des plats qui a été conçu en particulier dans cette ligne avec Marc Vera, c'est-à-dire un petit foie gras froid et un foie gras chaud. Un petit verre à saké ou à n'importe quelle liqueur ou alcool qu'on peut aimer, voire même ce petit verre peut se transformer en un coquetier pour un très bon off-cock avec des petits bouts de pain. Encore une fois, touche occidentale puisque nous sommes dans le fusion qui n'est pas uniquement de l'asiatique mais également de l'européen. Oui, Dominique, vous composez souvent les musiques de vos défilés? Oui, ça m'arrive. Pas systématiquement, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et puis théâtre, cinéma, mais je veux dire, je le fais comme un hobby. Je veux dire, c'est quelque chose qui me change la tête. Mais est-ce qu'en même temps, tous ces domaines auxquels vous touchez vous aident pour la création? Oui, ça en fait partie. Il y a un processus global. Et on n'est pas toujours obligé de se focaliser sur ou de la musique ou de la mise en scène, cinéma, court-métrage ou de la mode. Mais j'aime bien toucher un peu à tout, mais la base de mon métier, c'est quand même la mode. Alors, est-ce qu'à votre avis,
On a dit que Paris allait mieux sur le plan de la mode masculine. Est-ce que Paris donne à nouveau le ton dans ce domaine? Oui, parce qu'on a récupéré des choses. Oui, parce qu'il y a de l'événement, mais je crois que c'est aussi un point de vue personnel et subjectif. Paris n'a jamais été, en concurrence avec les États-Unis ni avec Milan. Je crois que chacun a sa personnalité. Et je pense que Paris a toujours été un moteur au niveau de la créativité. Ça ne veut pas dire qu'on est exclusif, mais c'est vrai que c'est là où il y a quand même plus de densité, à défaut du commercial de temps en temps. Alors nous allons regarder ensemble quelques défilés qui ont été présentés à Paris justement et que je vais vous demander de nous commenter. Le tout premier, c'est celui de Léonard, que je sais que vous aimez bien, oui, qui est signé par sa fille, Nathalie. Oui, que je connais parce que je l'ai déjà rencontré à travers des missions. Mais c'est très très drôle parce que je trouve que avoir fait ce ralenti, ça donne vraiment pas une sensation d'immobilisme, mais on a vraiment le temps de voir. Je trouve que les défilés passent toujours trop vite, et d'ailleurs c'est un reproche qu'on me fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout envie de prendre du temps et de faire que les journalistes ou les acheteurs s'ennuient. Très drôle d'avoir fait le montage à l'envers, d'ailleurs je ne sais pas si c'est symbolique, mais il marche à l'envers. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on recule. Vous croyez? Ça veut dire que c'est fait danser les mannequins, il ne faut pas avoir de symbole là-dedans. Donc Kenzo, lui, est toujours, vous diriez, égal à lui-même, avec toujours cette même recherche d'originalité Sachant que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas de quel point de vue il faut se placer, ce n'est plus Kenzo qui est aux commandes du style. Mais je trouve qu'il y a quand même, en tous les cas en mode masculine, une continuité. Peut-être les couleurs sont un peu plus sages. Daniel Farrell, lui, égal à lui-même, on dirait. Enfin, je veux dire, c'est un produit constant, je veux dire, qui ne change pas vraiment d'une collection à une autre. Il y a des créateurs qui changent beaucoup, mais lui, non. Oui, vous voulez dire d'une saison à une autre. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a de la constance. Mais moi, j'aime bien les gens qui, justement... ne visent pas forcément au caprice. Alors on a tendance à penser que parce qu'on change, on est créatif, ça peut arriver. Mais je veux dire, c'est pas l'unique clé, surtout qu'en mode masculine, la créativité, encore une fois, il faut qu'elle soit douce. Et c'est là où c'est difficile justement d'avoir cet équilibre entre la créativité et puis la portabilité du vêtement. Il n'y a rien de plus difficile. Donc si on se place du point de vue Cerutti, par exemple, c'est quelqu'un qui arrive à avoir, je trouve, une très belle évolution sur une base classique, mais dans le bon sens du terme. Je veux dire, c'est quand même un grand monsieur de la mode qui connaît parfaitement les matériaux qu'il travaille et qui a cet esprit italien, mais à la française, et qui en même temps est international, et qui arrive à donner une silhouette d'un homme élégant, contemporain, évolutif, sans tomber dans, encore une fois, moi, ce qui me fait toujours peur en créativité pour l'homme, c'est qu'il y ait trop de show-off, et qu'en fin de compte, la personne à qui on s'adresse ne fasse pas l'acquisition de ce vêtement. Je ne parle pas en termes d'argent, mais simplement de porter le vêtement, parce que c'est quand même la finalité du vêtement d'être porté. Alors là, c'est votre dernier défilé chez Lanvin? Oui, le dernier pour Lanvin, en tous les cas. Et voilà, moi je trouvais que c'était une collection qui était dans la continuité des autres, et j'ai pas voulu faire, une collection testament. Je veux dire, c'était pas du tout le propos. C'était la 18e pour hommes, et je trouvais que c'était bien de tourner une page, et puis voilà, donc ça a donné ça. Quelle différence vous décririez entre ce dernier défilé pour Lanvin et le premier pour Morlotti? Qu'est-ce qu'on pourrait relever comme différence essentielle? Je crois que la différence, c'est une espèce d'impression de liberté au moment où on conçoit la collection. Je crois que maintenant, la patte, la touche, on la retrouve, que ce soit dans un défilé ou dans l'autre, enfin, que ce soit chez Lanvin ou chez moi. C'est normal, puisque je ne suis pas schizophrène à ce point pour pouvoir vraiment faire le contraire pour une maison ou pour une autre. Mais je dirais que la différence, elle est surtout au moment où la fabrication de la collection se fait mentalement ou sur le dessin. Je veux dire, on a une sensation de liberté quand on travaille pour soi-même. Elisabeth, vous n'êtes pas sans connaître la toute dernière tendance qui veut que désormais on ne mange plus idiot, et que les derniers restaurants, les derniers endroits à la mode proposent certes de quoi se nourrir, mais aussi des photos, des peintures, de quoi se nourrir l'intellect en même temps.
Voilà, le restaurant est une espèce de lieu où on aime bien se rencontrer, mais il faut qu'il s'y passe quelque chose. La nourriture, ça ne suffit pas. Et c'est amusant parce qu'en général, ces endroits sont assez sophistiqués, mais ils font la promotion en fait des produits extrêmement simples. Ça peut être ou le produit de terroir, on va retrouver la bonne blanquette de veau, la salade de lentilles, enfin des choses vraiment un petit peu retour à la tradition, moins sophistiquées qu'avant. Ou alors c'est surtout le retour aussi aux très bons produits. Je crois qu'on aime bien dire d'où viennent les produits pour que les gens n'aient aucune crainte. Et ces bons petits produits traditionnels comme les œufs à la coque ou la purée de pommes de terre pressées, écrasées à l'huile d'olive, eh bien on les présente dans des très jolies assiettes assez sophistiquées. Et donc il y a un contraste entre à la fois la culture et la bonne nourriture bien roborative. Alors on va visiter plusieurs de ces endroits au cours du reportage que je vais vous proposer maintenant. Le tout premier ayant été créé par un grand homme de mode s'il en est, qui est Renoma. Absolument. Alors on regarde. Vous me suivez? Bon, alors donc là, vous avez une galerie de photos. Pour le moment, c'est les miennes, mais c'est un lieu qui va être destiné à présenter certainement des photographes. Tout ça sera voué à la photo. Alors l'idée n'était pas de faire un restaurant, une galerie. L'idée c'était de faire un lieu où il y a énormément de choses pour que les gens ne s'ennuient pas. On ne doit pas s'ennuyer dans la vie, donc on voudrait que les gens viennent passer un moment chez nous, que ce soit agréable à tout point de vue. Voilà, c'est le coin salon. J'ai pensé faire une librairie parce que c'est pour donner aux gens l'habitude de prendre son temps en fait. Donc c'est un endroit assez culturel. On aimerait être dans un lieu en fait où on retrouve un petit peu ces marques, on se retrouve un peu comme chez soi. Le soir, je me demandais toujours où j'allais manger, dans un endroit où les gens vont manger, après ils rentrent chez eux, ils vont dans une boîte. Moi je voulais un endroit où on puisse rester, où on se sente vraiment très bien. Je pense qu'un restaurant, avant tout, c'est aussi un espace. Et un espace, ça doit s'exprimer à travers beaucoup de choses. Donc on a le restaurant, évidemment, le bar, et aussi des moyens de communication. Et je pense que la photo ou la peinture ou la sculpture est un moyen de communication. Et je pense que c'est bien qu'on soit ensemble, dans un seul espace. Mais on n'est pas dans une galerie d'exposition, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit où il faut que ce qu'on expose soit aussi quelque chose de divertissant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de poser des cas de conscience comme on peut le faire dans une galerie sur des choses un peu dures, etc. C'est une façon de faire vivre un lieu. Le fait qu'on change d'exposition tous les 4 mois donne un renouveau, un souffle. Donc les gens s'intéressent forcément au changement d'ambiance, parce que chaque photographe a son propre univers. Je considère que la peinture n'a pas sa place dans un lieu tel qu'un restaurant ou un bar, parce qu'il a besoin de plus d'attention et on doit s'y attarder, on doit être disponible à une peinture. Tandis qu'une photo, on peut passer moins de temps et en voir plusieurs. On peut voyager plus rapidement, disons, à travers la photo. Ah non, au contraire, je trouve ça très sympathique parce qu'en soi, ça reste de l'art. Le restaurant n'est pas en soi classé comme un restaurant gastronomique, mais l'art culinaire est présent, la peinture, les toiles sont présentes et la musique est aussi une forme d'art. Je pense qu'il y a à peu près 240 tableaux dans cet établissement. Connaissant sensiblement un peu les problèmes que rencontrent les peintres et les artistes pour trouver des lieux pour exposer, j'ai eu cette idée en fait de leur permettre de venir et d'exposer ici. Ce lieu est pour les peintres amateurs. On est dans un pays, en France, où en fait le public n'est pas très minimaliste finalement. À New York, on pourrait vivre avec des murs complètement blancs et sans rien dessus, ou alors une chose simplement. Et je crois qu'en France, on a besoin d'habiller un peu plus les choses. Je pense que si j'enlève tout ce qu'il y a sur les murs aujourd'hui, eh ben, ce sera d'une tristesse absolue. Ça ne correspond pas à un effet de mode particulier, ça donne une vraie puissance de vie. Alors Elisabeth, dans votre cuisine, dans votre salle à manger, il y a des photos, des tableaux. Ça fait partie de votre art de vivre aussi? Je crois que la photo est quelque chose qui revient très à la mode, tant dans les collections que dans le plaisir des gens de saisir des instants. Et peut-être après ce monde un peu virtuel de l'Internet, on a envie de choses qui sont un peu figées sur le papier. Et je crois que les gens aiment vraiment beaucoup les photos. Et on aime aussi avoir, pendant qu'on déjeune ou qu'on dîne, avoir à réfléchir, à parler, avoir des
Je crois que ça installe une situation, ça installe une ambiance en fait quand on rentre dans ce café Renoma par exemple et qu'on voit ces photos en noir et blanc assez fugitives. C'est un petit peu un monde un peu mystérieux, ça vous met en situation, ça vous interpelle et je crois que maintenant les restaurants sont des endroits où tout votre imaginaire est en train de travailler. On vient là autant pour l'environnement, je crois, que pour ce qu'il y a dans l'assiette. Alors après, côté ouest, sud, est, un côté nord peut-être ou un autre projet, je vous connais. Plutôt que le côté nord qui est un petit peu rongé par nos autres magazines, nous pensons très sérieusement à un côté Paris, selon les saisons. Ça serait quand même une très belle chose à faire, je crois. Avec une source inépuisable de sujets, d'angles un petit peu originaux. Et on aime beaucoup Paris et peut-être que Paris mérite un journal avec de très belles photos, justement. Je vous remercie, Elisabeth, d'avoir été notre guide pendant toute cette émission, de nous avoir donné, qui sait, quelques idées pour apprendre à mieux vivre. C'est le souhait que vous formulez, je sais, pour vos lectrices et vos lecteurs. Et quant à nous, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau magazine des tendances.